Assistez à l'avènement de Geoffrey, le roi Trouduc. Je suis sûr que c'est un titre qui lui irait parfaitement. Geoffrey Ier, le Trouduc, le titre. Il fallait que ça arrive. J'espérais pas aussitôt, mais fallait que ça arrive ce moment-là où Sean Bean mourrait, sachant que au passage j'ai vu pas mal d'œuvres où il ne meurt pas, ne serait-ce que Benjamin Gates, premier film du nom, ou plus récemment Jupiter, le destin de l'univers. C'est pas un film génial, mais il meurt pas dedans, Sean Bean. Il se moque même un peu de ça d'ailleurs. Donc ouais, c'est pas non plus une évidence, un automatisme pour moi que Sean Bean doive mourir. C'est un petit peu ce à quoi on rattache un peu les rôles qu'il joue, parce que les rôles les plus célèbres qu'il a joués sont des rôles où il meurt, et c'est vrai qu'il a beaucoup de rôles où il meurt, mais c'est pas automatique. Quoi qu'il en soit, donc ouais, ça c'est un truc que j'ai appris dans les conversations qui finissaient par mourir. J'espérais que ça viendrait pas si tôt que ça. Profiter un peu du personnage parce qu'il est sympathique, le personnage de Sean Bean, mais même pas jusqu'à la fin de la première saison, on le tue avant. Ah, pas de veine, pas de veine. Et honnêtement, on aurait pu faire mieux. Voilà, c'est pas la mort la plus fracassante qu'il ait eue, hein, si on compare à sa mort du Seigneur des Anneaux, ou même sa mort dans Equilibrium, un film pas sensationnel, mais voilà quoi, je trouve que le moment de la mort de Sean Bean est plus marquant en soi. Là, c'est un peu frustrant pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Quoi qu'il en soit, l'histoire se poursuit alors que nos héros, les Stark, hein, et techniquement les Stark sont plus les héros et les Lannister les méchants, hein, à peu de choses près, sans vouloir être vexant pour moi, où les Stark doivent passer à un guet qui est détenu par, je sais pas comment il s'appelle ce con déjà, Frey, voilà, c'est le clan des Frey, et ça... c'est un petit peu problématique parce que c'est pas un clan avec lequel ils sont en super bon terme. C'est-à-dire que c'est un clan qui leur a juré fidélité, mais ils ont très peu d'intérêt pour eux. En général, les Stark et les Frey s'évitent, et d'autant plus que ouais, les Frey les ont souvent déçus. Donc ouais, il faut qu'ils passent par l'endroit qui garde, et ça va être un peu problématique. Et c'est là que Catelyn entre en jeu en essayant de jouer un petit peu sur leur passé. Et là, on va voir que le mec, le seigneur Frey, est peu un vieux con qui n'a de respect pour rien du tout et qui se dit merde quoi, pourquoi je vous aiderais. Ils essayent un petit peu de mettre en avant un peu le passé tumultueux qu'ils ont, et au bout d'un moment, Catelyn finit par avoir son soutien, donc ils peuvent passer, toute l'armée peut passer, de même que prendre quelques soldats. Je sais pas exactement combien d'hommes sont rajoutés, mais on dit qu'ils en ont 20 000 à peu près du côté des Stark. Et pour ça, il a fallu faire des concessions et accepter certains termes. Et les termes en question, c'est notamment de marier Arya dans le futur à un des fils Frey, et que Robb se marie à une des filles Frey aussi. Voilà, il veut caser ses enfants. Voilà, c'est tout ce qu'il veut, Frey, hein, c'est tout ce qui l'intéresse. Merci. Donc, ouais, ils acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix. Est-ce que ça va revenir ou pas? J'en sais trop rien. J'ai le sentiment que ça va pas bien se passer pour les Stark au bout d'un moment, cette guerre-là. Hein. J'ai le sentiment que non. Et ouais, donc c'est là qu'ils repartent et qu'il va y avoir un espèce de grand conflit qui se mettra en place, une espèce de guerre qui se rapproche, etc. Sachant qu'il va y avoir plusieurs choses en parallèle. La première chose qu'on verra, c'est une autre conversation entre Eddard et Varys. On les a déjà vus avoir une petite conversation dans le cachot de Ned dans l'épisode précédent, et là ça se poursuit. J'apprécie vraiment le côté pragmatique de Varys qui conseille fortement à Eddard de jurer allégeance à Geoffrey, de dire oui c'est bon je suis un traître, et comme ça ça lui permettra de ne pas mourir, de faire en sorte que sa famille soit pas traquée, et comme ça il pourra porter le noir et défendre le mur.
avec son fils Jon Snow et son frère. Et il a de bons arguments par rapport à ça, comme quoi si ce conflit s'envenime, ce sera la guerre, il y aura énormément d'innocents qui mourront et ce sera problématique. En dépit du fait que c'est clair et net que c'est pas juste. Il a conscience que c'est pas juste, mais il faut faire avec ce qu'on donne. C'est ça que j'aime bien, le côté très pragmatique de Varys là-dedans. En parallèle de ça, on a Jon Snow qui reçoit quelques honneurs après avoir tué le zombie des marcheurs blancs. Et ouais, je vais essayer de faire ça assez vite, mais il y a pas mal de liens familiaux qu'on découvre là-dedans, notamment, donc, on finit par avoir confirmation du lien entre le capitaine Mormont et Jorah qu'on voit aux côtés de Daenerys, et Jorah c'est son fils. Là, c'est bien précisé maintenant, hein, c'est cool, on l'apprend au fur et à mesure. On sent qu'il y a une relation de confiance qui se fait, qui est intéressante là-dedans. On apprendra un autre lien dans pas longtemps quand déjà Sam apprend à Jon Snow tout ce qui se passe du côté du conflit Stark-Lannister, puisqu'il a lu une lettre du maître dont il doit s'occuper, Sam. Et ouais, en lisant cette lettre, il a su que Robb était en marche pour aller affronter les Lannister avec une troupe de 20 000 hommes. Et donc, ouais, il est un peu partagé entre le fait de rester là et de vouloir foncer à leur aide. Et ouais, c'est là qu'il va avoir une conversation avec le fameux maître aveugle dont s'occupe Sam, et on découvrira que, eh ben, il est de la famille des Targaryens. Tout le monde est de la famille de quelqu'un, semble-t-il, dans cette histoire. Hein. Il y a que 7-8 lignées, et tout le monde est lié, quoi. Il doit y avoir pas mal de consanguinité au fur et à mesure, c'est toujours ça, hein, parce que s'il y a qu'une dizaine de familles existantes, c'est particulier. Donc... Ouais, quoi, il lui fait un beau discours comme quoi, oui, moi aussi, quand j'ai appris que mon frère était mort, donc enfin, le fils de mon frère est mort, c'est-à-dire l'ex-roi Targaryen, le roi fou, qui avait complètement perdu l'esprit avant, et j'avais envie de venger sa mort, malgré tout, et ouais, il pouvait pas trop parce qu'il était aveugle, il avait pas trop les moyens, et donc il lui dit, ok, t'es face à un choix où tu dois suivre ton devoir et tes liens avec tes proches. Qu'est-ce que tu vas choisir? Et ça se termine là. Je sais pas exactement ce qu'il va faire, Jon Snow, ce sera intéressant de voir ça dans l'épisode suivant, sachant qu'il y a la menace des marcheurs blancs qui se met en place. Je sens que, ouais... je sais pas si ce conflit Lannister-Stark va avoir un début de conclusion dans l'épisode suivant, mais je sens clairement que le coup des marcheurs blancs, ça va vraiment commencer à se mettre en place, à avoir de l'incidence sur nos personnages principaux, qu'à partir de la saison 2, voire plus tard encore, hein, si ça se trouve, ça va attendre la saison 3. Mais ouais, les marcheurs blancs, c'est mis en place pendant quelques temps. Et je sais pas, on va attendre que l'hiver arrive pour que ce soit le cas. Est-ce que l'hiver va arriver en fin de saison 1? Je ne sais pas trop. Ou est-ce qu'on va devoir attendre longtemps pour que cet hiver arrive? Nous verrons bien. En tout cas, c'est pas mal de choses intéressantes là-dedans. Autre chose qu'on voit en parallèle, que j'ai trouvé un peu décevant aussi. Il y a pas mal de choses qui sont pas mauvaises, mais un peu décevantes. Dans la façon dont elles sont amenées dans cet épisode, je trouve, ce qui fait que je l'aime un chouïa moins que les autres. Je l'apprécie bien, hein, qu'on soit d'accord, mais j'aime un chouïa moins que les autres. Et c'est le fait que Khal Drogo finit par être totalement malade, infecté par la blessure qu'il a reçue lorsqu'il a tué un de ces gars qui était pas d'accord avec ses décisions dans l'épisode précédent, d'après ce que je vous ai raconté. Sa blessure, il a pris une blessure à cause d'une arme de ce type, et sa blessure s'est infectée, à tel point qu'il est mourant. Et je trouve ça... Je trouve ça frustrant de voir une espèce de guerrier si fort que ça, qui s'est montré super badass, mourir d'une petite infection comme ça, dont on parle rapidement. Il y a énormément de cas où on voit des blessures finir par se guérir un petit peu d'elles-mêmes, etc. Ou alors il suffit d'appliquer, je sais pas, des soins de base pour que ça passe. Mais là, on dit tout d'un coup que ouais, ça va forcément s'infecter la blessure parce que merde. Est-ce que ça a été un temps peu précisé qu'ils induisaient leurs armes de poison ou je sais pas trop quoi? Non! Ils parlent même pas de ça, c'est pas une question de poison, c'est juste que l'arme était pas bien lavée, la plaie était assez forte, et ben ça s'est infecté.
Quelles étaient les putains de chances, merde, hein, je trouve ça gros, je suis désolé, je trouve ça gros. Et donc, ouais, le mec est mourant à cause de ça. C'est cette façon de mettre en avant le fait qu'il risque de crever, c'est une infection comme ça, rapide. C'est histoire aussi de mettre en avant le fait que Daenerys a vraiment du mal à se faire respecter par tout le monde en tant que chef, parce que voilà, si tu es un peuple de barbares, et pour eux, c'est la force qui parle, et c'est pas à une femme de leur dire quoi faire. Donc ça veut mettre ça un petit peu plus en avant, étant donné que Khal Drogo peut plus trop parler, vu qu'il est vraiment malade, etc., et sur le point de clamser. Donc elle a un peu de mal avec ça, sachant que oui, c'est dès lors que Khal Drogo crèvera, elle n'aura plus aucun droit, et ce sera au plus fort guerrier après lui de prendre leur lait, et très certainement on la tuera, puisqu'elle a un fils qui vient. Enfin bref, Khal Drogo est mourant suite à une excuse un peu facile pour moi, et il y a Jorah qui conseille à Daenerys de se barrer, hein, parce que une fois qu'il sera mort et il est sur le point de crever, ça s'ira pas bien pour eux. Donc on se barre, on part au port et on se fait pas remarquer par la troupe. Et je dis non, je veux rester avec mon amoureux Drogo parce que apparemment elle est super attachée à lui maintenant. Je sais pas, c'est une relation de couple qui, je trouve, c'est pas énormément bien installé. C'est-à-dire que ça passe très correctement, mais voilà, si vous voulez me faire croire que ça c'est un grand couple qui sont vraiment super liés avec les épreuves qu'ils ont endurées, etc. Ouais, elle a été forcée de l'épouser, elle a appris à gagner en confiance pour que il puisse se reposer plus sur ses décisions, elle, par moment, mais en dehors de ça, je vois pas de grande relation amoureuse entre ces deux-là. Et j'ai même pas l'impression que elle veut rester auprès de lui parce que elle veut garder sa position de pouvoir auprès du peuple barbare. Donc, ouais, ça veut essayer de mettre en place qu'il y a un couple entre ces deux-là. Une relation de couple un peu forte entre ces deux-là. Et j'y crois à moitié. Ça passe acceptablement, mais j'en sais rien. Vous auriez pu montrer plus de scènes, honnêtement, qui fassent ressentir ça. Ils ont beau se dire, ah, lune de mes nuits, soleil de ma vie, une connerie comme ça, je sais plus exactement ce qu'ils disent, ce qu'ils se disent entre eux comme terme affectueux. J'ai du mal. J'ai du mal à gober ça comme une grande romance, personnellement. Enfin bon, elle tient absolument à ce qu'il soit sauvé. Et il y a donc une des guérisseuses sorcières qu'ils ont capturé l'épisode précédent, qu'elle fait appeler, ce qui n'est toujours pas du goût d'une bonne partie des guerriers du coin, ça leur plaît toujours pas. Mais bon, elle force un peu le trait. Je suis toujours votre reine jusqu'à ce que Khal Drogo meure. Donc merde, vous obéissez à mes ordres. Donc il le vit assez mal. Enfin bref, elle dit à la guérisseuse, soigne-le. Ah bah je peux plus rien faire, hein, il va crever. Hein. Une infection comme ça, c'est foutu, hein, on peut rien foutre. Hein. Mais j'aurais peut-être un moyen, parce que je suis une sorcière, il existe une magie qui s'appelle la magie sang, qui permettra de faire revenir à la vie, entre guillemets, votre chéri, l'extirper des portes de la mort. Et pour ça, il faut une vie contre une vie. Ah, c'est de la magie sang. Ok, vous avez mis en place la magie avant dans la série, donc c'est pas trop gros, mais ouais, ça fait un peu facile comme ça, ce genre de truc. Et puis merde, c'est une infection, putain. Si, putain, une putain de blessure qui s'infecte. C'est ça votre truc à soigner comme ça. Je sais pas, j'ai du mal quoi. Le truc que vous amenez, j'ai du mal. Excusez-moi pour ceux qui ça dérange pas, moi ça me dérange un petit peu quoi. Bref, elle fait donc venir le cheval de Khal Drogo pour l'égorger devant lui et faire une espèce de rituel où personne doit entrer dans la tente parce que magitant. Et ouais, à nouveau les gars ils sont pas contents au point où il y en a un qui finit par se dire merde, je vais tuer cette sorcière et ça suffit les conneries. Et il y a donc Jorah qui s'interpose en disant non, hein, la reine a voulu ça, tu fais pas ça. Donc ils se battent entre eux. Jorah finit par gagner parce que je sais pas, le guerrier est pas intelligent quoi. Et il utilise son arme pour l'attaquer au niveau du flanc où il a son armure quoi. Et après, son arme est complètement bloquée. C'est aussi un détail avec leur arme en forme
de hameçon, c'est pas exactement ça, mais bref, avec leur arme très en forme arrondie, c'est pas super pratique dans certains cas, quoi. On peut bloquer cette arme grâce à son plastron et il sait ce qu'il fait, genre, il le bat un peu facilement. Donc ouais, c'était pas la scène d'action la plus palpitante du moment, même s'il y avait il y avait un petit moment assez fort là-dedans aussi. Mais voilà, quoi. À cause de ça, il y a Daenerys qui finit par se prendre un petit coup et ça amène le travail à se faire. Le bébé s'apprête à naître. Oh, et il y a personne pour donner naissance au bébé. Alors là, je trouve ça dingue. Genre, vous savez que il y a le fils de Khal Drogo qui s'apprête à naître d'ici un certain temps. Je sais pas exactement depuis combien de temps elle est enceinte. Honnêtement, ça fait partie des trucs, j'ai même pas fait gaffe durant toute l'histoire qu'elle était particulièrement enceinte. Pendant la plupart des épisodes, elle n'avait pas l'air d'avoir pris du ventre. Là, j'ai juste remarqué à la toute fin, ah oui, c'est vrai, elle a un ventre un peu plus arrondi que d'habitude. Ah oui, c'est vrai, on met ça un petit peu en avant. Je fais jamais gaffe à ce genre de détails, je vous cache pas. Et il y a personne qui ne peut se charger de ça. On n'a aucune sage-femme, personne pour pouvoir s'occuper de donner naissance à un enfant, à part, la sorcière qui est en train de sauver son mari. Donc... il y a Jorah qui se dit merde, en dépit du fait qu'elle a dit qu'il faut pas entrer dans la tente, eh ben on va entrer dans la tente. Et je sais pas exactement vers quoi ça va amener ça. J'avoue que j'ai pas trouvé ça très très convaincant en fait. Beaucoup de choses sont amenées un peu facilement. J'apprécie le fait que vous mettiez en place le côté on n'est pas convaincu par cette femme qui veut nous donner des ordres et la tension que ça crée par rapport au fait que Drogo n'a plus tous ses moyens, mais c'est pas amené de la façon la plus intéressante qui soit, personnellement. Il faut ce côté sorcière qui a des pouvoirs magiques, etc. C'est pas que ça n'a pas été amené, ça a été dit dans l'épisode précédent, mais ça fait un peu facilité du moment, quoi. J'ai vu beaucoup plus gros en termes de facilité magique. Hein. J'ai vu Once Upon a Time et Witch, merde, mais ça fait un peu facilité quand même, quoi. Et donc j'imagine que quand elle parlait de sacrifice pour sauver Khal Drogo, si ça se trouve, c'était pas son cheval, mais ce sera son fils. Si ça se trouve, en entrant dans cette tente, ça va être la vie du fils de Khal Drogo qui sera sacrifié pour qu'il survive. Ou un truc comme ça, je sais pas trop, nous verrons bien. Peut-être qu'ils choisiront l'enfant de Khal Drogo plutôt que Khal Drogo. Nous verrons quand ça viendra. À nouveau, j'espère que ce sera une fille, si c'est le cas. Mais s'il est clair qu'il y a des développements intéressants là-dedans, je trouve que ça n'a pas été amené avec la plus grande des finesses, à titre personnel. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous reste à voir avant la grande confrontation? Il nous reste à parler de Tyrion. Tyrion qui va être mis aux premières lignes avec son groupe de barbares qu'il a amené avec lui. Des barbares qui n'ont absolument aucune cervelle, semble-t-il, puisque... Il... C'est un truc que je trouve super marrant, quoi. Ils acceptent d'être aux premières lignes. C'est-à-dire, oui, battez-vous pour nous, on vous donnera plus que ce que vous désiriez, mais ouais, vous mettez en première ligne. Hein. Comme ça, vous serez les premiers à crever. Hein. Donc, vous aurez plus grand-chose à réclamer à ce moment-là. Oui, mais c'est pas grave, hein, on est d'accord. On est cons, on est des barbares. Enfin, c'est des clans très barbares sur le principe, mais voilà, c'est... Et Tyrion va être obligé de mener l'assaut avec eux, donc il sera en première ligne aussi. Il a l'air d'être bien parti pour crever. Parce que, à nouveau, s'ils ont voulu le sauver avant, c'était plus pour une question de principe que parce qu'ils avaient une réelle attache pour la famille Lannister. C'est vraiment le paria de la famille, le pauvre. Et donc, on va avoir toute une histoire autour de lui et d'une... je sais pas si c'est une courtisane, en fait, techniquement c'est censé être une courtisane, d'après ce que j'ai suivi, que son nouvel ami lui a apporté en ayant piqué un autre bourge du coin, un autre seigneur du coin. Ouais, et son ami qui s'appelle Bronn, si je me souviens bien. Donc ouais, on a un Stark qui s'appelle Bran, et il y a ce type qui s'appelle Bronn. À une lettre près, hein, c'est pareil. Donc je me perds un petit peu, si voilà, je m'excuse à nouveau hein, de pas retenir tous les noms. Voilà, la prostituée en question s'appelle Shay. Et ils ont un moment
de développement de personnages, discussion intéressante qui dure pas mal de minutes, où il essaye d'avoir une sorte de dernière nuit sympathique avec elle, où Bron participe un petit peu sans, sans que ce soit sexuel, c'est juste pour faire des petits jeux entre eux, pour se découvrir un petit peu, pour apprendre à se connaître un petit peu. Et on voit que Shay est quelqu'un d'assez mystérieuse qui veut pas trop partager son passé. C'est-à-dire que elle laisse pas transparaître grand-chose, même quand Tyrion essaye d'en savoir plus sur elle, c'est de deviner un petit peu une partie de son passé. Et ben non, en fait, c'est pas une fille de prostituée, son père la battait pas ou quelque chose comme ça. Apparemment c'est quelque chose de d'assez mystérieux autour d'elle. Donc sait-on jamais, peut-être que ça aura un lien quelque part, peut-être que ce sera un personnage qui gagnera en importance par rapport à son passé. En tous les cas, ça amène Tyrion à se dévoiler un petit peu devant tout le monde et à raconter comment la famille Lannister l'a un petit peu corrompu de façon assez vache, puisque il a été amoureux de quelqu'un il y a longtemps. Une fille qui, soi-disant, a été sauvée d'un viol par lui et son frère Jaime. Et après ça, ils ont appris à bien se connaître. Le courant semble avoir été passé. Il s'est même marié super rapidement avec elle. Mais son frère raconte en fait que tout ça, c'était du pipeau. C'était une mise en scène. Il n'y avait jamais eu de viol, quoi. Ça a été mis en scène, tout ça. Et en fin de compte, cette femme, c'était une prostituée qu'on a payée pour qu'il se dépucelle parce qu'à 16 ans, bordel de merde, faut pas être puceau, quoi. C'est apparemment. Ah, 16 ans toujours puceau, c'est assez affreux, hein. C'est pire que 30 ans puceau aujourd'hui, hein. Bien pire. Et donc, oui, c'est quelque chose qui est passé assez mal chez Tyrion, et on sent vraiment l'animosité qu'il a envers sa famille, et le fait que il a ce côté, je veux ne plus être aussi naïf qu'à l'époque, tout en gardant ce côté, je veux essayer de me détacher un peu des choses, que j'apprécie beaucoup chez lui depuis le début de cette série. Donc, c'est cool d'appuyer ça comme ça. Je trouve que c'est une fois de plus un discours d'exposition pour davantage mettre en avant le passé du personnage. Une fois de plus, en dépit du fait que c'est clairement fait pour faire de l'exposition, c'est bien amené par le jeu des acteurs et la façon dont le texte est écrit. C'est pour ça que ça passe très naturellement. J'avais bien apprécié ce passage-là. Et donc ça se passe juste avant le grand combat, alors que les Stark se ruent, semble-t-il, en direction du camp tenu par Tywin, le père de Tyrion. Ainsi, Tyrion et les clans dont il est responsable se retrouvent aux premières loges, au premier rang pour le combat, et c'est là qu'on a un moment que j'ai trouvé assez marrant, qui est très réminiscent du Hobbit, vu que je sais quelques petits trucs sur le livre Le Hobbit, en plus des films, puisque au moment de combattre, il se fait assommer par un des gars qui fonce à l'attaque, et donc ouais, il se prend un coup de marteau dans la gueule, et il tombe dans les pommes, et il se réveille plus tard, la gueule complètement enfarinée, sur le champ de bataille, alors que le combat est fini. Comme dans le Hobbit. Si, là c'est un truc pour ceux qui connaissent pas les bouquins, ça je le savais. Dans le Hobbit, la bataille de fin des 4, 5 armées, je sais plus exactement le nombre exact. La bataille de fin, eh bien, il y a Bilbon qui se fait assommer très vite dès le départ et qui se réveille à la fin et on lui fait juste le topo de ce qui s'est passé. Eh ben, ça se passe pas comme ça dans le film parce qu'il fallait montrer la guerre et tout, hein, c'est beaucoup plus détaillé. Et là, on la joue un petit peu pareil sur le coup par rapport au fait que ouais, Tyrion tombe assommé et il se réveille juste après le combat. Et sur le coup, je me suis dit ouais, c'est un peu facile, mais c'est justifié par le fait que c'est pas vraiment le vrai combat. Donc ça va, ça passe bien ça. Mais c'est clair et net que c'est une référence à Hobbit, ça. J'en suis sûr. Les références au Seigneur des Anneaux sont assez nombreuses, je trouve. Hein. Je pense qu'elles sont clairement voulues. Ah oui, et on voit un cri de Wilhelm à un moment donné. Ça colle moyennement au ton, je trouve. Et ouais, Tyrion un petit peu le topo, on lui fait le topo que les 2000 soldats qui ont attaqué sont morts, et pas les 20 000 qu'on avait annoncé, parce que c'était un leurre, une façon de détourner l'attention de Tywin et de ses soldats, pendant que le gros de la troupe Stark s'attaquerait à Jaime et son armée. C'est intéressant parce que Jaime n'avait pas du tout été mentionné dans cet épisode, et c'est revenu sur le tapis à la fin, lorsque Stark revient de son combat contre lui, qui s'est passé hors champ.
D'ailleurs, un petit truc par rapport à ça, ils sont censés avoir des espions, j'imagine, qui espionnent leur rang. Et personne n'a fait gaffe au fait qu'il y avait 2000 hommes qui partaient quelque part et 18 000 qui partaient ailleurs. Ils ont juste remarqué les 2000 hommes. Ou alors ils sont juste partis sur le truc qu'on avait vu dans l'épisode précédent, je sais pas si j'en ai parlé, où il y avait un espion de Tywin qui les avait observés et il l'a laissé partir par preuve de pitié, hein, parce qu'il a fait preuve de pitié, Robb. Et, et donc, avant de partir, il lui a dit: ouais, on va s'occuper de Tywin, on arrive. Et ils ont juste cru bêtement ça. Ah, il va foncer vers Tywin parce qu'il l'a dit, c'est ça le truc. Je sais pas trop. Alors, je sais pas exactement comment cet espionnage se fait de façon précise. Ça fait poser un petit peu la question quand même. Enfin bref, c'était un leurre assez intelligent, un sacrifice assez fort à faire, qu'on regrette un peu par la suite, c'est clair et net. Mais Robb a jugé que ça important pour pouvoir attaquer Jaime de son côté par surprise sans que Tywin ne se doute de rien sur le coup. Et ouais, il a réussi à battre son armée, semble-t-il, et à le capturer. Et étant donné que oui, il n'aura rien fait particulièrement, semble-t-il, au château de la sœur de Catelyn, avec son armée, ben... Ça, puis une fois de plus, que tout le passage où Tyrion a été enlevé ne servait à rien. La la la. Oui, j'avais ce problème-là dans l'épisode précédent, là ça l'appuie davantage. Dommage, mais bon, très intéressant le fait qu'ils aient capturé Jaime, et maintenant ils ont un nouveau moyen de pression contre les Lannister, à partir de maintenant. Et puis c'est le fils chouchou, c'est pas seulement Tyrion, donc c'est déjà plus fort. C'est pas mal, et donc là... le conflit entre les Lannister et les Stark s'envenime davantage, avec les Stark qui prennent légèrement un avantage en capturant Jaime, en dépit du fait qu'ils ont dû sacrifier pas mal d'hommes. On voit les gros sacrifices, les pertes là-dedans, c'est plutôt pas mal en termes de tactique mise en place, j'ai apprécié ça. Et l'épisode se termine sur le fameux moment où Eddard Stark meurt. Sean Bean meurt pour la énième fois dans une de ses œuvres. Et c'était chouïa décevant. C'est pas mauvais qu'on soit d'accord, j'ai apprécié cette scène en gros, mais il y a un petit souci par rapport à ça sur lequel je vais revenir quand j'aurai fini de résumer le coup. Alors déjà, on voit Arya qui déambule un petit peu dans les rues comme une clodo, parce que voilà, elle essaye de se cacher un petit peu, elle a du mal à se nourrir avec ça. Et ouais, ça montre bien la vie à la dure qu'elle se force à vivre, tout en gardant son épée, l'aiguille comme elle l'appelle, sa petite épée sur elle. Mais c'est là qu'elle apprend que il y a une grande audience publique en plein air autour de la main du roi Ned Stark qui s'apprête à avouer ses crimes en public, et c'est ce qu'il fait. On l'amène en place publique, tout le monde le hue, on lui jette des cailloux et le mec finit par concéder au fait de mentir pour sauver un peu sa famille et lui-même, en disant: ok, j'ai été un traître, je considère Joffrey comme roi légitime. Et ouais, on sent que ça le pèse de dire ça, quoi, mais il le fait par obligation, par dépit, et c'est assez fort sur le coup, hein, ses aveux. Et c'est là qu'on a droit à Joffrey, l'enculé, hein, Joffrey Ier, le roi enculé. Sérieusement, j'espère qu'il aura un titre de ce type-là. Peut-être pas l'enculé, parce que ce serait un petit peu gros, mais la vipère, l'enflure, un truc comme ça, quoi. On donne toujours un titre un peu populaire au roi, hein. Par exemple, c'était le roi fou pour l'ancien roi avant Robert. Robert, c'était l'ivrogne ou le paresseux, un truc comme ça, mais c'était pas non plus un titre génialissime qu'on lui donnait à Robert. Bref, c'était... J'adorais qu'on lui donne un titre de ce type-là. La vipère, ça lui irait bien, ça. Donc, ouais, Geoffrey, en dépit du fait que sa future promise
qui sera peut-être plus trop sa future promise après ce qui se passe, lui est vraiment demandé grâce, et que sa mère, la reine Cersei, lui ait dit d'accepter la clémence et de l'envoyer chez les hommes noirs qui défendent le mur avec son frère et son fils bâtard, se dit ah non, 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 la clémence c'est trop faible, tuons-le tout de suite, amenez-moi sa tête, je suis un connard. Alors que absolument personne ne voulait ça. Hein. La reine ne voulait pas ça, Cersei voulait pas ça, les conseillers ne voulaient pas ça, personne ne voulait ça à part lui. Alors, est-ce que c'est un truc que j'ai loupé par rapport au fils né d'inceste? Parce que oui, on m'avait dit ce truc-là par rapport à Viserys, quand je me suis un peu plaint du fait qu'il était un peu trop gratuitement impulsif et que c'était pas très malin de sa part. On dit ouais mais tu sais, il est né de l'inceste parce que les Targaryens veulent garder leur sang pur, etc. etc. Ok, d'accord. Et par contre, sa sœur, elle se porte très bien, et elle aussi, elle est née de l'inceste, logiquement. Hein. Mais à côté de ça, on a également Joffrey, qui est né d'inceste direct, entre un frère et une sœur, et lui aussi, c'est un impulsif connard. Hein. Est-ce que c'est une tare fréquente chez les enfants nés d'inceste d'être un connard impulsif? Parce que, ouais... Ils ont ça en commun, hein. Ce sont des connards impulsifs, ces deux-là, et ce sont des enfants nés d'inceste, quoi. Enfin bref, voilà, et c'est là que ça se termine, alors qu'Arya est dans le public, il y a, je pense, un garde qui est toujours un petit peu fidèle à Eddard, qui essaie de l'empêcher d'intervenir, et Sansa qui veut clairement pas que son père meure, et ben il meurt, Eddard, en regardant rapidement les plaines qui, je suis sûr, sont en direction de Winterfell une dernière fois, histoire de donner un côté un peu joli, un peu épique à sa mort, sachant que ouais, c'est sa mort, ça arrive comme ça, et il a aucun moment de bravoure réelle. Enfin, s'il a un côté, je ravale ma fierté de façon à pouvoir sauver les miens un petit peu et sauver ma peau, mais c'est pas un moment de bravoure réelle. Et ouais, je trouve que vous auriez pu soit faire sa mort dans un contexte différent, soit à ce moment-là, si vous vouliez partir sur le fait que Geoffrey le décapite, le fait décapiter et joue le roi connard, ben, lui faire changer ses paroles à la fin, plutôt que de regarder directement vers l'horizon et de se dire merde, c'est fini pour moi, j'aurais pu dire des derniers mots d'encouragement où il renie un petit peu tout ce qu'il venait de dire, comme quoi Geoffrey était un roi légitime ou quoi que ce soit. Non, non, il regarde juste dans le vide en disant rien. Voilà. Je sais pas, j'aurais trouvé ça un peu plus fort si, avant de mourir, il avait dit quelque chose. Pas forcément toute la vérité autour de Geoffrey, ça aurait été un petit peu intelligent, mais je sais pas, une parole plus courageuse, plus défiante du régime en place qui n'est pas juste. Mais non, il regarde juste l'horizon. Et je trouve ça un peu frustrant. Voilà la fin des Eddard Stark, Sean Bean, et moi, il y a un côté un peu fort dans la mise en scène, mais dans les paroles, dans ce que dit Eddard, dans la façon dont c'est montré, il est très peu mis en avant en fait. Et ouais, c'est pas une fin sensationnelle pour un tel personnage qui a été un petit peu mis au centre au départ. Mais bon, voilà, il est mort. Et donc, ouais, le conflit entre les Stark et les Lannister, il n'y a plus aucune chance que ça se règle pacifiquement, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, je sais que j'ai l'air un peu blasé dans cette critique d'épisode. Je trouve que c'est le plus faible de la saison, hein, jusqu'à présent, vraiment, je le pense. Mais ça reste quand même très bien fait sur pas mal de points. Le développement de Tyrion, j'ai apprécié. Pas mal de moments d'action sympathiques. L'aspect tactique du combat entre les Stark et les Lannister, j'ai bien apprécié. Et même les choses qui me gênent, que j'ai trouvé un peu ennuyeuses, comme le passage autour de Khal Drogo et le passage autour d'Eddard Stark à la fin, bah, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de points pour rattraper ça et en faire des moments à peu près corrects. Mais voilà, c'est seulement à peu près correct, quoi.
Et tu fais pas mal de moments à peu près corrects. Ça en fait un épisode assez bas du classement par rapport à la qualité moyenne des autres épisodes pour moi. Mais je sais pas, peut-être que le final de cette saison rattrapera un peu plus les choses. On verra bien, à bientôt pour l'épisode 10. Au revoir.